Bonjour Pascal Quignard. Bonjour Ali Badou. Et merci d'avoir fait le déplacement, d'être venu ici à l'abbaye de Royaumont, un endroit dont on s'est dit qu'il allait vous inspirer. Ah oui, cistercien avec une sévérité de Saint-Bernard et un printemps absolument merveilleux qui m'inspire encore plus peut-être. Et on s'est dit que ça vous ressemblait, mais peut-être que c'est un pur préjugé. On se dit Pascal Quignard, c'est un ascète, il est austère. Au fond, il aurait pu vivre comme un moine ici. Pour garder ses plaisirs de côté peut-être, mais je veux dire les ascètes en fait, ils trouvent du bonheur à jouir un tout petit peu de leur propre vie plutôt que de se tourner vers le monde. On croise souvent des moines dans votre littérature. Est-ce que ça vous dérange si je dis que vous avez un côté moine de la littérature ? Un côté séparé du groupe, ça me plaît, un côté un peu anachorète pour pouvoir profiter de la vie, de la nature, de la beauté du ciel. L'anachorète, c'est celui qui vit coupé du monde. Pendant longtemps, vous n'aviez pas de téléphone portable. Vous n'étiez pas connecté, comme on dit. Non, j'avais pas de téléphone. Je ne voulais pas laisser des sonnettes, des choses qui soulèvent le cœur et qui empêchent de travailler. J'aime le silence. Je souffre même. Je souffre de ce qui est des bruits, des sonneries, la musique militaire. Je déteste tout ça. Et donc, on a bien fait de vous donner rendez-vous dans un monastère qui a un côté petite cité idéale, qui est justement un lieu coupé du monde, dans une abbaye, dans un lieu fermé. C'est comme un microcosme. Ça, ce serait le rêve pour moi. Ça serait le rêve pour vous ? Ce bassin est très, très, très beau. Ah, il y a même une carpe. Vous savez que les carpes, comme les chats, adorent être caressés parce que ça desquame leur peau. On peut caresser les carpes. On peut caresser une carpe et alors... Non, elle ne veut pas venir, mais... on lui retire sa peau, ça lui fait du bien, elle est contente, exactement comme un chat qu'on recoiffe. Oui, vous préférez la compagnie des animaux Oui, qui sont plus directs, qui sont pas menteurs. à celle des hommes ? Pourquoi faudrait-il choisir à tout prix entre les hommes et les animaux? C'est vous qui choisissez en vous coupant du monde. Eh bien, je me coupe pas du monde, je me le réserve en toute petite quantité. Écoutez-moi ça. C'est sublime, c'est comme les chants des oiseaux, faut être fou pour ne pas aimer ça. J'avoue. Même les cigales, qui paraissent parfois au premier moment tonitruantes et lancinantes, sont des merveilles. On va parler de musique justement, Pascal Quignard. Allons vers l'un des lieux magiques de cette abbaye de Royaumont. Là, c'est un jardin médiéval. Dans votre livre, il y a ce jardin qu'on aimait. Un livre qui fait découvrir un révérend, Simon Peace Cheney, qui vivait près de New York au 19e siècle. Et alors, c'est le premier compositeur à avoir noté tous les chants d'oiseaux. De sa cure, tous les chants de son jardin. Tous ceux qui l'entendaient, Voilà. tous ceux qui l'écoutaient. Exactement. 100 ans avant ce grand génie qu'est Messiaen, il a fait la même chose. Il a, voulu garder le témoignage de tout ce qu'avait aimé sa femme, dans le fond. Mais alors là, c'est un jardin médiéval. Alors, c'est une autre idée qui est derrière ces magnifiques jardins médiévaux, c'est le fait de faire un Éden, un paradis en concentré. Oui, c'est ça. Conclusus. J'adore parler latin. Hortus conclusus. C'est-à-dire... Traduction. C'est-à-dire concentré au maximum. Donc là, c'est comme une sorte de paradis perdu. C'est un paradis perdu. Souvent, on a l'impression que pour vous, il y a des bruits qui sont une musique. Oui, oui. Ouais, l'eau qui coule, là, bien oui, mais je ne fais pas de différence. C'est vrai qu'on a refusé à Simon Peace Cheney, ce révérend, quand il a voulu publier toutes les musiques de son jardin, on lui a refusé la publication en disant « la nature, c'est des bruits, des vagues, c'est affreux ». Oui. Vous parlez mieux de la nature qu'un écolo. Je ne dirais pas ça, parce que j'ai rien contre les écolos. Je suis du côté de la nature, en tout cas, oui. Du côté de la nature. C'est de la nature. On va continuer à se promener dans ce jardin médiéval. Ça nous fait penser évidemment à des temps anciens. L'un de vos mots favoris, c'est jadis. Ah ouais. 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 Pourquoi jadis? Parce que jadis, ça signifie quelque chose qui n'est pas de l'ordre du passé. C'est quelque chose qui continue de se poursuivre. Le soleil continue d'exploser dans le ciel. L'origine, le Big Bang, continue lui aussi se poursuit. Quand on dit jadis, c'est ça, c'est ce passé qui arrive sans cesse. C'est cet élan, cette pulsion qui ne cesse de pousser et qui n'a rien à voir avec tout ce caractère figé et mortifère, des choses qui sont des vestiges, qui n'existent plus. Oui, parce que vous n'avez pas de culte du passé. Non, je n'aime pas. Mais vous savez, je suis un enfant des ruines. Il y a des enfants de la guerre, Oui. il y a les enfants de la paix,
Et puis il y a les enfants des ruines. Et moi, j'ai vécu pendant 7 ou 8 ans, il a fallu attendre que la ville, c'est le port autonome du Havre, se reconstruise. Ils ont mis 7 ans à faire les plans Après la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai vécu dans un bidonville et dans des baraquements, et si bien que je n'ai pas une passion pour les ruines. C'est même quelque chose qui me paraît quelque chose d'endeuillé que je n'aime pas énormément. Oui. Et ici, on a la chance d'avoir quelque chose de parfaitement préservé. Je n'aimerais pas, l'état ruineux n'est pas ce que je recherche. Mais comme vous écrivez souvent sur des phénomènes, des événements, des vies du passé, certains pourraient croire que vous êtes, passéiste pour employer un mot à la mode, ou que vous seriez un nostalgique, quelqu'un qui pense qu'avant c'était mieux. Je serais un nostalgique. Et c'est pas vrai. Pas du tout. Je serais nostalgique si je faisais revivre des figures connues du passé ou si j'aimais le passé de telle ou telle nation. Mais c'est pas absolument pas le cas. Non, pas du tout. Mon plaisir, comme dans ce livre avec Simone Pichet, mais comme c'est faire vivre un homme du 19e siècle. Non, faire vivre des victimes qui ont été oubliées. C'est parce qu'ils sont oubliés que j'ai du plaisir à les faire revivre. Mais c'est parce que c'est pour faire revivre des martyrs ou des morts. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir habiter le passé, surtout pas. Je veux rester avec mon petit téléphone portable et avec et tous les instruments de musique et même ces pianos merveilleux à écouteurs qu'on peut jouer à 2 heures du matin. Oui. Donc vous n'êtes pas réac? Je crois pas. Non. Certains seront tristes. Non, tant pis pour eux. Qui aimeraient vous ranger dans leur camp. Mais non. Non, pas du tout. Pas une seconde. Après vous, Pascal Quignard, vous êtes écrivain, vous êtes aussi musicien. Ici, il y a des manuscrits musicaux dont je suis certain qu'ils vont vous parler. Ça me plaît. Regardez. Lully, Thésée, tragédie mise en musique. Que c'est beau. L'auteur de cette partition, c'est l'un des grands, c'est Schubert. Que c'est spontané comme notation. Comment ça, spontané? Une note à peine des notes. Toc, 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 toc. Et à côté, Les ombres errantes, ça me dit quelque chose? Oui. C'est l'un de vos livres, prix Goncourt. Et c'est aussi... C'est l'exemplaire de Couperin de 1720. François Couperin. Oui, François Couperin. François Couperin, c'est intéressant parce qu'on l'appelait le grand. C'était l'un des grands musiciens de son temps. C'était... Il appartenait au roi. Il faisait... Oui. Et puis, de son propre vivant, il a perdu du crédit. Mais il est complètement tombé dans l'oubli, François Couperin. Oui, mais en plus... À part pour les spécialistes. Il l'a vécu. Mélancoliquement, il a très mal vécu. Ouais. C'est aussi le fait qu'il a eu son fils musicien qui est parti, qu'il n'a plus jamais revu son fils. Il est mort. Son fils a été une ombre errante. Et curieusement, affreusement, alors, quand il est mort, le fils, l'ombre errante, est revenu 3 ou 4 ans après la mort de son père. Et puis, il a pris toute l'argenterie de sa mère. Il est reparti encore comme une ombre errante. Pas mal, comme histoire. C'est une histoire très triste, mais c'est une histoire très triste. Mais vous aimez la tristesse, dans la joie dans la tristesse? Il y a même, comment dire, de plus en plus de joie de vivre à fur et à mesure que le temps est compté. C'est bon. C'est un truc un peu sadique, non? Non, mais je pense que, si vous voulez, la vieillesse a une chance. C'est qu'en multipliant les printemps, en multipliant les hivers, en multipliant les paysages de neige, en multipliant les amours, en multipliant tout ce que l'on vit, on gagne en comparaison et en bouleversement. On trouve que la vie est de plus en plus merveilleuse et de moins en moins angoissante. C'est la mort qui remplit de chagrin. Oui. Mais la vie est de plus en plus belle. C'est la première fois que je vous entends dire un truc optimiste. C'est plus qu'optimiste. Oui. Ça veut dire qu'il faut souhaiter de pouvoir vieillir un peu pour pouvoir comparer les saisons. Pour jouir. Oui, pour jouir. Il y a des clavecins ici. Est-ce que vous pourriez nous interpréter un morceau? Ce serait formidable. Je vais vous jouer Les ombres errantes. Ah, génial. Merci, je vous accompagne au clavecin. Vous chantez en même temps, Ali Badou, peut-être? Avec plaisir. Vous allez le regretter, mais je peux.
Merci. Merci. On les a senties, ces ombres errantes. Ah, c'est très triste, c'est très beau. C'est très triste. C'est très, très triste, Pascal Quignard. Vous C'est avez très un beau, grand mais c'est très- sourire. Oui, mais c'est très beau. Mais c'est très beau.